Je regarde ma montre pour vous dire qu'il est temps. Il est temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans The Guest, l'émission où chaque invité est une voix qui vous parle directement dans le cœur. Nous recevons des hommes et des femmes des dieux, de croyants de tout horizon, pour partager leur expérience, leurs témoignages et leurs réflexions profondes sur leur parcours spirituel. The Guest est un moment unique, un lieu de rencontre où questions et réponses se croisent pour nourrir notre foi. Chaque invité explore avec nous un sujet central, apportant une lumière nouvelle sur la parole de Dieu. Chaque émission de The Guest est une occasion pour nous de grandir dans notre foi, un témoignage de la grâce de Dieu à travers des échanges profonds et une prière pleine de puissance. Rejoignez-nous à chaque nouvelle émission pour un voyage spirituel et unique. Laissez The Guest vous guider dans la prière, la méditation et la réflexion. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tellement heureux de nous revoir encore pour cette nouvelle saison des The Guest. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. En tout cas, ma joie est grande de savoir que je suis là avec vous, mais ma joie est encore grande de savoir que, comme d'habitude, je ne partage pas cette émission tout seul. Je partage avec la seule et l'unique, ma partenaire de tous les temps, que j'ai toujours cité, que je cite et je crois que je citerai toujours, Sarah Imba. Bonsoir Sarah. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous ont dit qu'on leur a manqué. Nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Sarah, Crioni, vous êtes où? Où est The Guest? Aujourd'hui, nous annonçons que nous sommes de retour avec un très très bon thème pour les futurs mariés, ceux qui veulent se marier ou ceux qui sont déjà mariés et ceux qui, même si vous ne voulez pas vous marier, mais quand même que vous puissiez vous informer sur le régime matrimonial. Et pour cela, nous avons reçu sur notre plateau de The Guest des personnes qui vont nous entretenir pendant tout ce temps pour nous parler de ce sujet très important. Alors, d'un côté, nous avons les membres de la jeunesse Elim, des personnes, elles ne sont pas juristes, mais elles sont venues pour entendre et participer à cette émission. Nous vous disons d'emblée merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. 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 Et pouvez vous présenter? Oui, moi je suis le frère Mardoché, je suis pianiste à l'église évangélique Elim. Alors j'ai voulu participer au fait à cette activité parce que ça sent déjà que ça serait quelque chose d'intéressant. Alors voilà pourquoi je suis là. Merci beaucoup. Merci. Oui. Bonjour à tous, bonjour les guests. Bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être aussi parmi vous. Moi, c'est la sœur Laëlle, je suis chantre à l'église évangélique Elim, précisément à la jeunesse. Voilà. Je suis aussi venue apprendre en ce qui concerne les régimes matrimoniaux parce que nous sommes sur les points d'y entrer et on doit savoir ce qui nous attend. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom des Believe Maranatha Kawaya, frère de l'église évangélique Elim et membre de la jeunesse. J'ai opté de me présenter dans cette émission quant à l'importance capitale que devons-nous porter sur les titres et l'intitulé même de Céline qui porte sur les régimes matrimoniaux, qui nous permet d'emblée de comprendre ce que l'on entend par ces régimes et comment nous y prendre pour pouvoir faire un bon choix qui nous permettra de bien gérer notre vie commune dans les mariages. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est le frère Enoch. Je suis réellement parfaitement content de prendre part à cette émission qui aborde sur une question vraiment capitale et importante. Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous me connaissez sûrement des réseaux. Moi, c'est Gloire Kabongo, évangéliste numérique.
juridique et je suis économiste en formation. Alors, si je suis là ce soir sur ce plateau parlant de régimes matrimoniaux, c'est parce que premièrement, j'aspire au mariage, mais aussi je pense que étant une jeune femme, jeune fille, j'ai quelque chose à rapporter de plus parce que dans cette génération, moi je constate que le genre féminin, beaucoup plus la jeunesse féminine, est en train d'être détruite par plusieurs mauvaises perspectives. Donc j'espère que nous serons tous bénis ce soir et que ce que j'aurai à dire sur ce plateau de 2 guests pourra édifier et aider une personne. Merci beaucoup. Et mon partenaire, tu sais, nous avons des personnes qui se sont intéressées, mais de l'autre côté, pour parler des régimes matrimoniaux, il faudrait les professionnels en la matière, si on peut le dire. Exactement. Pour parler de cette thématique, il nous faut des professionnels. Lorsqu'on parle de professionnels, nous voyons des avocats, des magistrats. Et aujourd'hui, en tout cas, ils nous ont honorés par leur présence. Ils vont être, je nous préviens déjà, ils vont être assez professionnels, mais aussi, ils vont mettre de l'eau dans le vin pour ceux qui, peut-être, vous allez vous retrouver avec des jargons juridiques et tout consort, ils vont nous emballer, que ce soit nous, eux les professionnels en droit, et nous, les communs des mortels. Sarah, je te laisse la main pour présenter nos professionnels. Oui, vous pouvez vous présenter. Bonsoir à tous. Moi, je suis le frère Ben Imba, magistrat de carrière. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai été nommé par le magistrat suprême. 3 ans jour pour jour que j'ai été nommé par le magistrat suprême. Nous avons eu cette grâce d'avoir été nommé par lui. Et ça fait 2 ans, si je ne m'abuse, que nous sommes en plein exercice avec le rang de substitut du procureur. Et nous avons été invités par des guests. Je tiens à leur dire merci pour cette invitation. Merci. Et je pense qu'avec le peu d'expérience que nous allons quand même apporter une pierre dans cet édifice. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir des guests. Bonsoir. Moi, c'est la sœur Laetitia Katonia. Je suis magistrate de carrière au grade de substitut du procureur de la République, affectée au parquet près les tribunaux de paix de Kinshasa-Pont-Kassavubu. J'ai été invitée à cette émission avec la petite expérience que j'ai dans ma carrière pour apporter une pierre dans cet édifice. Je vous remercie. Merci beaucoup. Après. Bonsoir des guests. Bonsoir. Alors moi, c'est le frère Andy Katola. Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Cela va faire pratiquement 1 année que je suis en plein exercice à ces barreaux. Et j'ai été invité à cette émission pour apporter ma contribution par rapport à mon expertise. Et je tiens à vous dire merci pour cette invitation. Merci. Ok, c'est à nous de vous remercier. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Comme nous le disions depuis le début, aujourd'hui nous parlerons du régime matrimonial, n'est-ce pas? Les régimes matrimoniaux plutôt, n'est-ce pas mon partenaire? Exactement. Plusieurs personnes se posent la question de savoir comment est-ce que je peux m'engager et qu'est-ce qui m'attend. Partons de ce qu'on appelle le mariage. Et dans cela, ici, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur ce que ma consoeur a dit, les régimes matrimoniaux. C'est quoi les régimes matrimoniaux? Les avantages, les inconvénients. Nous allons en tout cas décortiquer tout ça dans ce nouveau numéro des guests. Sarah, comme j'ai toujours dit et comme j'aime toujours, ouvre la boîte à Pandore et puis on commence avec nos questions et l'échange. Parce que moi, j'aime que ça soit l'échange avec nos invités à ma gauche et les professionnels à ma droite. Sans plus tarder, nous allons poser la question aux professionnels. Nous allons commencer avec le magistrat Ben Imba. Pouvez-vous nous dire de manière simple, pour un Congolais qui n'est pas juriste, mais qui veut se marier, qu'est-ce qu'un régime matrimonial? Merci pour la question. Je veux répondre à 2 niveaux, sur le plan juridique et sur le plan social. Alors, sur le plan juridique, il faut comprendre que les régimes matrimoniaux, c'est l'ensemble des règles juridiques, on voit un peu, qui déterminent les rapports patrimoniaux entre les époux
ainsi que leurs relations avec des tiers pendant le mariage et lors de la dissolution. Je vais être plus simple. Les régimes matrimoniaux régit les biens, vous voyez un peu, que les couples qui appartiennent d'abord à chacun des couples. Parce que vous devez savoir que lorsque vous vous mariez, vous ne venez pas main vide. Vous avez des biens, que ce soit des biens propres à vous, vos habits, vos bijoux, et des biens qui ont une autre valeur. Par exemple, les véhicules et les maisons. Vous voyez, des biens meubles ou des biens immeubles. Vous voyez. Alors, vous apportez ces biens dans le mariage. Deuxièmement, le bien acquis dans le mariage. Vous vous mariez, vous achetez une maison ensemble avec votre épouse, vous achetez un véhicule, vous achetez certains biens. Troisièmement, la gestion de tous ces biens. Et en dernier lieu, la responsabilité des dettes et le partage des biens pendant la dissolution. Parce que vous devez savoir que la question des biens dans le mariage est une question très importante et très capitale. Alors, il faudrait qu'il y ait des règles qui fixent de leur acquisition jusqu'à leur destination après la dissolution. J'explique. Il faudrait qu'il y ait des règles qui fixent la manière dont on les acquiert dans le mariage jusqu'à ce que le mariage soit dissous, soit par la mort d'un des conjoints ou soit par le divorce. On doit maintenant déterminer vers qui telle ou telle autre catégorie de biens ira. Alors, c'est ainsi que les régimes matrimoniaux sont là pour fixer toutes ces règles-là. Et les régimes matrimoniaux naissent déjà dans le mariage. Donc, dès le moment où le couple se présente, lorsque vous lisez l'article 488 du Code de la famille, vous allez vous rendre compte que la loi dispose ceci, que c'est au moment où le couple va pour célébrer le mariage ou soit l'enregistrer devant l'officier de l'état civil. Donc, vous allez à la commune pour enregistrer votre mariage ou pour le célébrer devant l'officier de l'état civil. C'est à ce moment-là que la question sur les régimes matrimoniaux naissent. C'est à ce moment-là que la question sur les régimes matrimoniaux naissent. Et l'officier de l'état civil va vous poser la question. Quel est le régime que le couple opte? Vous optez pour tel ou tel autre régime. Et c'est sur base de cela que vos biens seront dirigés par rapport aux règles qui sont établies pour chacun des régimes. Donc je pense que j'ai répondu. Je n'ai pas été très technique, j'espère. Non, on est là aussi pour ça, on est là pour ça. Tu peux être technique et d'autres professionnels peuvent en tout cas élargir pour une meilleure compréhension pour les communs des mortels. Maître Andy, nous avons suivi ce que le magistrat Ben a dit. Moi, je ne suis pas un juriste. Je suis cette maman maraîchère. Je suis dans le projet que ma fille épouse une autre personne. Il tombe sur cette émission. Et pour elle, comment est-ce que tu peux définir ou comment est-ce que tu peux l'expliquer les régimes matrimoniaux? Merci beaucoup pour la question. Alors, de manière claire et accessible, pour moi, je dirais, un régime matrimonial, c'est un ensemble des règles qui déterminent la manière dont le bien, les dettes, ainsi que les ressources de chaque époux seront administrées pendant le mariage, mais aussi la manière dont ces biens, ces dettes, ainsi que ces ressources seront partagées lors de la dissolution du mariage, soit par les décès ou encore par les divorces. Voilà un peu de manière simpliste ce que je peux dire par rapport au régime matrimonial. Donc, si j'ai bien compris votre explication, en termes simples, ça veut dire que les époux, lorsqu'ils se marient, ils ont des biens. Chacun vient avec ses biens. Et les régimes matrimoniaux, c'est ce qui fait que nous puissions réglementer la manière dont on va se partager ces biens pendant le mariage et en cas de dissolution, ça veut dire la mort ou le divorce. Mais nous, enfants de Dieu, on dit que la mort. Tout à fait, en tout cas. Vous avez bien compris. Donc, je dirais un peu, le régime matrimonial, c'est un peu comme deux personnes qui veulent créer une société commune.
alors ils doivent se mettre d'accord sur la façon dont la société sera organisée, la façon dont ils vont partager les biens, la façon dont ils vont prendre des décisions. Donc, un régime matrimonial, c'est ça, au fait. C'est la gestion de biens ainsi que de dettes. En tout cas, je tiens à préciser. Parce qu'il y a l'actif, il y a aussi les passifs. La gestion de tout cela pendant le mariage et après le mariage. Voilà. Et moi, une question me taraude l'esprit, me vient à l'esprit. Pourquoi l'État a voulu créer, en fait, pourquoi la loi, pas l'État, la loi, en fait, a voulu créer le régime matrimonial? Pourquoi la loi a voulu aider, en fait, les couples à gérer leurs biens, n'a pas laissé, en fait, les couples faire de leurs biens ce qu'ils en veulent, mais ils ont créé tout un système, toute une règle pour le partage des biens. Pourquoi la loi a voulu faire ça? Oui, merci beaucoup. Comme vous avez dit, la loi a prévu les différents régimes matrimoniaux. Et le choix va revenir maintenant aux futurs époux. La loi a prévu les différents régimes matrimoniaux, mais la loi n'impose pas un régime. La loi a prévu comment les choses doivent être. La liberté de choisir revient aux futurs époux. Voilà. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Vous avez dit pourquoi la loi a émis un cadre. Parce que moi, je parlais des cadres. Le cadre dans lequel les biens doivent être gérés dans le couple. Vous devez savoir que chaque couple vient avec ses propres biens. Chaque membre vient avec ses biens dans le mariage. Et la question des biens a toujours été une question qui a laissé couler beaucoup d'encre et même voire beaucoup de sang. Parce que nous travaillons, nous assistons chaque fois à la dissolution du mariage, à des procédures de dissolution du mariage, soit par le divorce, soit par la mort. Il y a aussi une autre procédure, mais elle n'est pas très applicable, l'absence d'un des conjoints. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, et que c'est à ce moment-là où le partage des biens, la question sur les partages des biens, la gestion des dettes, comme l'a dit le maître Andy, la gestion des dettes devient une question qui laisse couler beaucoup d'encre et qui, s'il n'y a pas un cadre juridique, s'il n'y a pas un cadre qui encadre cela, il y aura beaucoup de désordre. Aujourd'hui, beaucoup de familles qui avaient un père, par exemple, ils vivaient dans l'opulence, ils étaient riches, mais dès le moment où le papa décède, vous allez voir que les autres membres de la famille viennent et prennent tous les biens. Et la loi a émis ça, la gestion, les règles sur les régimes matrimoniaux aussi, en guise de protection, pour protéger ceux qui doivent hériter des biens de leurs parents, de leurs défunts parents, du découillous, ou encore ceux qui doivent, même celle qui a perdu son mari. La loi a mis un cadre de protection. Les régimes matrimoniaux interviennent aussi pour protéger ceux qui sont dans le ménage, les enfants, la femme ou le conjoint survivant. Vous voyez un peu. C'est très important. Et la loi a émis tout ce cadre-là aussi pour protéger et conduire le couple pour une séparation amiable. Vous voyez un peu. Parce que quand il y a une séparation, la question sur les biens est une question vraiment très importante. Et pour ne pas laisser beaucoup d'encre, pour ne pas créer beaucoup de problèmes, il faudrait qu'elle se fasse sous pied de la loi. Et c'est très important. Et la loi est là pour trouver toujours un moyen de sortie pour le couple afin qu'il n'y ait pas beaucoup d'encre par rapport à ça. Paul Laetitia, je vois vos lèvres sont en train de trembler. Donc, vous avez déjà... On va rebondir sur la question. Mais partant de ça, plusieurs sont entrés... Ça se répète ici, les régimes matrimoniaux, donc au pluriel. Donc là, je me pose la question. Il y en a combien? Il y en a plusieurs, il y en a 2, il y en a 3. Certes que vous allez rebondir à la question, mais si vous pouvez un peu nous dire, les régimes matrimoniaux en question, c'est au nombre de combien et quelles sont leurs différentes caractéristiques? Ok, merci beaucoup pour la question. La loi portant Code de la famille, en son article 487, organise 3 types de régimes matrimoniaux. La loi a prévu 3 types de régimes. Le régime de la séparation des biens, le régime de la communauté réduite aux accueils, le régime de la communauté universelle de biens.
Et si on doit partir de la définition des Médés frères, le régime matrimonial est défini comme cet ensemble de règles qui régit la gestion des biens d'un couple. Et partant de cette définition, si on doit parler du régime de la séparation de biens, dans ces régimes, il y a l'existence de deux patrimoines communs. Deux patrimoines communs propres. Parce que lors de l'union conjugale, lors de la célébration du mariage, on voit la rencontre de deux patrimoines. Le mariage, dans le contexte juridique, le mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes ou de deux familles, comme on le voit ici en Afrique. Au-delà de la rencontre de deux personnes ou de deux familles, le mariage est la rencontre de deux patrimoines. Voilà pourquoi l'État ou la loi, dans sa souveraineté, a voulu réglementer ces situations de gestion des biens. Là, je réponds déjà à la question que vous avez posée, pourquoi l'État a voulu réglementer. Oui. Exactement. Oui, l'État a voulu parce que l'État est souverain. C'est par rapport à ça. Et dans le régime de la séparation des biens, nous voyons là l'existence de biens, de deux patrimoines propres, c'est-à-dire les deux conjoints, chacun vient avec son patrimoine et chacun gère son patrimoine qu'il a acquis avant le mariage et le patrimoine qu'il acquérera pendant le mariage. Dans ce régime, il y a l'autonomisation financière. Je viens avec mon patrimoine, je viens avec mes boucles d'oreilles, je viens avec mes véhicules, je viens avec mes terrains. Tu ne le gères pas. Je ne gère pas non plus tes avoirs. Là, nous sommes dans le régime de la séparation, des biens. Comme je l'ai dit, il est prévu par l'article 505 du Code de la famille. Alors, si nous prenons le deuxième régime, le régime de la communauté réduite aux acquis, ce régime est aussi appelé, il est un régime légal par défaut. Généralement, si... Légal par défaut. Légal par défaut. Si, lors de la célébration d'un mariage, l'officier de l'état civil qui constate qu'un couple n'a pas un choix pour le régime matrimonial, d'office, on leur commet le régime de la communauté réduite aux acquis. Ok, donc l'État peut leur imposer, raison pour laquelle on appelle ça légal par défaut. On n'impose pas. L'État n'impose pas. Proposer. L'État propose. Ok. Par exemple, pour des jeunes qui n'ont pas la connaissance de la loi, oui, c'est vrai qu'en droit on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais nous sommes dans un pays où les gens ne s'intéressent pas beaucoup à la lecture et d'autres ne sont pas informés. Et dans ces cas, si l'officier de l'état civil constate par exemple qu'un couple qui est devant lui n'a pas un choix ou bien ne connaît pas la quintessence de tous ces régimes matrimoniaux, d'office, on leur propose le régime de la communauté réduite aux acquis. Et dans ces régimes, la particularité de ces régimes, ici il y a le bien, la rencontre de patrimoine propre et aussi la rencontre de patrimoine commun. C'est-à-dire quoi? Les biens que j'ai acquis avant le mariage, je les garde pour moi. Mais nous allons mettre ensemble les biens que nous allons acquérir pendant notre mariage. C'est ces biens-là qui sera commun. Mais si, par exemple, j'avais acheté un terrain, si j'avais un véhicule, si j'ai des bijoux, si j'ai ceci ou cela, et que lors de la célébration du mariage, les deux conjoints optent pour ce régime, cela veut dire que chacun des époux gardera les biens qu'il a acquis avant le mariage et ils mettront ensemble que les biens qu'ils vont acquérir pendant leur mariage. Et le troisième régime est celui de la communauté universelle de biens. Généralement, c'est le régime qui est choisi beaucoup plus ici, au Congo, parce que nous sommes dans nous sommes dans le contexte africain. Déjà au départ, nous voyons le mariage comme une communauté de vie. Nous voyons le mariage comme tu viens avec tout ce que tu as, je viens avec tout ce que j'ai, nous les mettons ensemble. Mais partant de ces régimes, si on doit comprendre la particularité de ces régimes, c'est un régime qui met en commun tous les biens acquis avant le mariage et même les biens que vous allez acquérir pendant le mariage. C'est un peu ça. Sarah Imba. La loi entre et Sarah Imba. Des questions juridico. Ça entre, Sarah.
Oui, ça entre, nous avons compris. Merci Madame Laetitia pour cet exposé sur les régimes matrimoniaux. Mais nous avons compris en gros et en large, mais ma question c'est de savoir pourquoi la communauté des biens réduits aux acquis c'est un régime par défaut. Pourquoi l'État a opté cela? Pourquoi il n'a pas opté pour la communauté universelle ou pour la séparation des biens quand les époux ne sont pas au courant? Parce que c'est un régime qui est à cheval entre le régime de la séparation de biens et le régime de la communauté universelle de biens. C'est un peu comme un équilibre entre les deux. C'est un peu ça. Et la question s'adresse à nos trois professionnels. Peut-être le maître Andy Kato là. Je voulais savoir quel est le meilleur régime parmi les trois. Merci beaucoup pour la question. Alors, d'emblée, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de meilleur régime. Il n'y a pas de meilleur régime. Le choix d'un régime matrimonial doit être les résultats d'une concertation entre les deux futurs époux. Ils doivent se poser des vraies questions. C'est qu'ils possèdent. Quelle est par exemple la profession de l'autre conjoint. Ils doivent se poser des vraies questions. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que comme l'a expliqué la magistrate ici, la magistrate Laetitia, un entrepreneur qui, par exemple, est habitué à contracter des contrats à haut risque. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est appelé à prendre des dettes à tout moment. Il peut facilement opter pour le régime de la séparation de biens pour protéger son conjoint. Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être des sociétés et que, au cas où sa société tomberait en faillite, s'ils avaient opté pour le régime de la communauté universelle des biens, il faut savoir que même les biens de son conjoint seront poursuivis pour le recouvrement d'une créance qu'il aurait contractée dans ses affaires. Donc, les régimes de séparation de biens pour un tel monsieur, pour un tel couple, serait un régime qui va, n'est-ce pas, protéger l'autre conjoint. Mais à l'inverse, si par exemple, aucun des conjoints n'a des sociétés où, par exemple, n'écourt des risques de perte, il peut facilement opter pour la communauté universelle de biens. Vous voyez un peu. Donc, je dirais plutôt qu'il n'y a pas de régime parfait. Tous les régimes, chaque régime a ses inconvénients ainsi que ses avantages. Cela dépendra de l'échange entre les deux conjoints. Merci. Oui, je pourrais ajouter quelque chose. Comme il l'a dit, en fait, en tant que jeune couple, ou soit en tant que couple, nous devons être vrais. Vous voyez un peu. Parce que nous devons savoir une chose. C'est quelque chose qu'on n'aime pas dire à cause de la culture, à cause des croyances spirituelles. Mais le mariage est un contrat. C'est un contrat où les parties s'obligent et les parties ont des droits. Vous avez des droits, vous avez des obligations en tant que couple. Et étant que contrat, il y a des choses, il y a des clauses dans les contrats que vous devez faire appliquer les uns des autres. Vous voyez un peu. C'est très important, surtout en ce qui concerne la question sur les régimes matrimoniaux. Ma sœur, tu sais que tu as plus de biens que ton conjoint. Il faudrait prendre le temps de réfléchir, de parler avec lui et d'être vrai. Voilà, moi j'ai autant de biens. Si vous vous aimez et que vous voulez faire passer l'amour au devant de tout, il n'y a pas de souci. Vous optez pour le régime de la communauté des biens au nom de nous mettons tout en commun. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit toujours, que quand on aime, on fait la communauté des biens. Vous faites la communauté des biens, mais il faut connaître les avantages et les inconvénients. À la dissolution du mariage, la loi prévoit quoi par rapport à la liquidation de ce régime? Lorsqu'il y a dissolution du mariage, surtout par le divorce, les biens sont divisés par 2. Oh non, moi j'avais amené 5 parcelles. Oh, moi j'avais amené 4 véhicules.
ton mari n'avait rien. Dès le moment où vous mariez en communauté des biens, automatiquement, tous vos biens seront inventoriés et divisés par 2. Et la loi même dispose ceci, que si dans ce partage-là, il y a un des couples qui est désavantagé, on va encore puiser dans la réserve des biens de l'autre pour que les partages soient équitables. Maintenant, imaginez-vous, avec ça. Il y a aussi la communauté des biens réduite aux acquis, qui a aussi sa façon d'être liquidée. Vous devez prendre le temps de réfléchir sur les avantages, les inconvénients et par rapport à la gestion de votre couple. Comment est-ce que vous êtes en train de vous voir, de vous projeter dans l'avenir? Vous voyez. Et quand vous vous projetez comme ça dans l'avenir, c'est sur base de ça que vous allez décider. La protection des enfants. Comment les enfants, si l'un de nous partait, comment est-ce qu'ils vont hériter? Qu'est-ce qui va se passer? Comment seront dirigés les biens? Comment? Et ayant répondu à toutes ces questions, vous opterez pour le meilleur régime par rapport à votre couple. Il n'existe pas de meilleur régime plus que les autres. Non. Mais seulement, c'est par rapport au couple, à la façon dont vous gérez votre ménage, que vous saurez quel est le meilleur régime pour vous. Donc c'est ça. Merci beaucoup, Proben. En tout cas, pour ceux qui nous suivent, vous allez souvent m'entendre pro, donc c'est les diminutifs de procureur. Voilà. Partant de cela, j'ai une question en tout cas. Jadis, il y a eu des gens qui, à l'époque, ne célébraient pas leur mariage devant l'état civil. C'était soit le mariage qu'on appelle communément coutumier ou la bénédiction nuptiale. Voilà, même Yakato Vanda et tout consort. Nous, beaucoup plus dans le milieu chrétien, on a des témoignages où, avant le mariage qui prédominait pour certains, c'était les coutumiers et la bénédiction nuptiale. Est-ce que vous pouvez nous dire ici l'importance des régimes matrimoniaux? En quoi c'est important pour nous? Une personne peut se dire, bon, moi je veux juste faire le mariage coutumier et nafandi nanga régime nabinoana nazakunate. Pour ceux qui nous suivent en ligne, ces régimes-là, nous ne sommes pas là. En quoi c'est important la question des régimes matrimoniaux? Voilà, merci pour la réponse. Comme je l'ai bien dit ici, les régimes matrimoniaux sont là pour protéger les intérêts des époux. Vous voyez un peu, protéger les intérêts des époux. C'est vrai que vous êtes coutumièrement mariés, mais vous devez savoir une chose. Nous avons l'habitude de le dire même aux personnes que nous rencontrons au travail. Quand vous êtes coutumièrement marié, ce mariage s'est limité en famille. Vous voyez. Il faut venir au niveau de l'État. Il faudrait que l'État congolais vous connaisse. Parce qu'en vous connaissant, l'État congolais a déjà mis un mécanisme légal de protection. Vous voyez, les régimes matrimoniaux sont là pour protéger vos intérêts. Vous voyez un peu. Quand vous êtes coutumièrement marié, déjà vous devez savoir, le mariage célébré en famille, oui, c'est ça la porte d'entrée du mariage. Mais le mariage n'est effectif que lorsque il est célébré devant l'officier de l'état civil. Parce qu'à ce moment-là, l'officier de l'état civil va vous délivrer un acte qu'on appelle l'acte de mariage. Et c'est grâce à cet acte de mariage que vous allez réclamer vos droits et aussi vos intérêts au moment de la dissolution de ce mariage. Vous voyez. Même quand il faudrait dissoudre un mariage, c'est parmi les conditions des formes et de fond que nous recherchons. Vous voyez. Est-ce qu'ils étaient légalement mariés devant l'officier de l'état civil? Si oui, les mécanismes de protection des intérêts commencent. Ils étaient mariés sous quel régime? Les régimes de communauté des biens, par exemple. Là, on commence à voir. Ah, d'accord, il y a ce régime qui est appliqué. Ils avaient quel bien? Il y a la liste des inventaires des biens qui est repris dans le dossier. Et c'est grâce à ça maintenant qu'on commence à protéger. Ouais. La loi est là pour protéger les intérêts des couples. Ouais. Et de tous ceux qui sont dans le ménage. Là, je ne parle que de couples au moment de la dissolution par divorce. Il y a aussi au moment de la dissolution par la mort. La loi est là aussi pour protéger leurs intérêts. Vous voyez. Une femme qui s'est mariée coutumièrement n'a pas les mêmes droits qu'une femme qui a été mariée coutumièrement et son mariage est enregistré devant l'officier d'état civil. Ils n'ont pas les mêmes droits. Vous voyez. Une femme qui est légalement mariée devant la famille, mais aussi devant l'officier de l'état civil, a des intérêts que l'État doit protéger. Vous voyez un peu. Imaginez-vous, vous êtes marié dans une famille où le mariage était
célébré par l'officier de l'état civil sous le régime de la communauté des biens. Laissez-moi vous dire que les membres des familles n'auront pas le droit de venir réclamer quoi que ce soit, d'abord parce que vous figurez, vous et vos enfants, déjà d'abord les enfants figurent parmi les héritiers de la première catégorie. Donc la loi déjà met un œil sur eux. Et en tant qu'héritiers de la première catégorie, ils ont droit aux 3/4 de la masse successorale, donc du bien de leur défunt père ou de leur défunte mère. Ils ont droit aux 3/4. Et maintenant, vous qui êtes épouse, vous avez droit aussi à un certain pourcentage. Ouais. Et ce calcul ne se fait que lorsque vous êtes régulièrement marié devant l'officier d'état civil. Donc, il est important de légaliser son mariage devant l'officier d'état civil pour que vos intérêts dans le ménage et même après soient protégés. Donc, c'est ça. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Sarah, apparemment, j'étais arraché le mot. Tu as une question? Non, je n'ai pas de question. Ok. Nous allons laisser la parole à nos invités, ceux qui sont venus aussi. Nous voyons qu'ils sont en train de bouillonner des questions ici. Je vois la sœur Laëlle, je vois frère Mardoché, je vois même le frère Billy en train d'écrire. Donc il y a des questions qui bouillonnent ici. Alors nous allons leur laisser aussi l'occasion de s'exprimer, de poser leurs questions. Mais avant tout cela, permettez-moi seulement d'avoir un cas de figure et puis on va vous laisser la parole. Maître Andy Katola, moi je suis votre cliente. Je viens et je me rends compte que j'étais seulement mariée coutumièrement. L'homme est parti dans la famille, il a déposé tout ce qu'il fallait déposer, puis m'a mis dans sa maison. Moi je suis votre cliente. Au cas où cet homme partirait, décédé. Maintenant, moi je suis votre cliente. Comment vous allez me défendre quant à ce qui concerne les biens de ce monsieur? Est-ce que je suis parmi les héritières parce que notre mariage n'a jamais été enregistré? Comment est-ce que vous allez procéder dans un cas comme ça? J'ai même fait des enfants dans ce mariage-là. Beaucoup pour la question. Alors, comme le disait le pro Ben, il est impératif, il est très important d'enregistrer le mariage. Les mariages célébrés coutumièrement devant l'officier de l'état civil pour protéger ses intérêts. À partir du moment où vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez que compter sur les biens que vos enfants auront. Puisque les enfants, au moins, les enfants sont, peu importe qu'ils soient issus d'un mariage ou qu'ils soient issus d'un Yakatofanda, tous les enfants ont le même droit. Les enfants qui sont nés dans le mariage et les enfants qui sont nés hors mariage sont des héritiers de la première catégorie. Donc là, vous ne pouvez que peut-être espérer obtenir quelque chose de la part de vos enfants. Et au cas où je n'ai pas fait d'enfant, mais j'ai vécu avec un monsieur pendant plus de 20 ans, mais on a fait les Yakatovanda. Pour ceux qui ne comprennent pas, les Yakatovanda, ce sont des mariages... Putatifs. C'est ça, non? Les mariages putatifs, en quelques mots. Voilà. Oui. Donc, les mariages auxquels on n'a pas célébré devant l'état civil, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, j'ai fait 20 ans avec un monsieur. Maintenant, il arrivait qu'il décède. C'est bien. Comment on fait pour partager ces biens? Je vais peut-être vous relater un dossier. J'ai eu à traiter un dossier d'une dame qui était mariée avec un monsieur pendant plus de 30 ans. Ils étaient mariés au village, coutumièrement. Et le monsieur, juste avant de mourir, a eu à contracter un mariage civil, et un mariage civil devant l'officier de l'état civil. Heureusement pour elle, elle avait fait des enfants avec le monsieur. Le monsieur, vous savez, les mouvanciers, comme on les appelait, il a laissé beaucoup de biens. Mais la dame, elle ne pouvait rien, puisque la loi ne peut pas la protéger. Vous voyez? Donc, il est impératif de faire enregistrer le mariage. Et nul n'est censé ignorer la loi, oui. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous vous remercions pour ce genre d'émission, parce que ça sert aussi à divulguer l'information, ça sert aussi à sensibiliser pour que les gens qui sont ignorants
puisse avoir la connaissance et qu'il se comporte comme il se doit. Merci beaucoup. Avant de passer de l'autre côté, je vois la pro Laetitia, si vous pouvez paraphraser, puis on passe. Oui, si je peux ajouter à ce que mon frère vient de dire, il est impérieux pour un couple de faire enregistrer ou de faire ou d'aller célébrer le mariage devant l'officier de l'état civil. Par rapport à l'exemple que vous venez de donner, vous êtes dans un mariage où on vous a épousé juste coutumièrement, le mariage n'a pas été célébré devant l'officier de l'état civil et qu'un jour, le mari décède. Là, déjà, pendant ces 20 ans-là de mariage, sachez que vous vivez dans ce qu'on appelle en droit l'union des faits. Vous êtes dans l'union des faits. Donc, vous mettez l'État en difficulté de vous protéger. Même l'État ne sait pas vous protéger en cas de dissolution du mariage. Là, par exemple, après la mort du conjoint, vous ne pouvez compter que sur ce que vos enfants auront comme héritage. Voilà pourquoi il est impérieux, même si le couple n'a pas assez de moyens, même si vous n'allez pas faire un grand mariage, il est impérieux pour un couple d'aller faire enregistrer leur mariage, leur union devant l'officier de l'état civil, parce que là, ça permet à l'État de vous protéger. Parce que l'objectif du régime matrimonial, partant même de la définition de celui-ci, l'objectif est de protéger les intérêts pécuniaires des époux pendant le mariage, même après le mariage. Donc, c'est un peu ça, merci. Vous venez à peine de tomber sur cette émission de Guest. Nous sommes tellement heureux de rebondir et d'être encore là avec vous. Et c'est une joie immense de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Guest. Nous parlons aujourd'hui des régimes matrimoniaux. Pour ceux qui veulent partager en tout cas nos émissions, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Église évangélique Elim, nous sommes sur YouTube, Église évangélique Elim TV, nous sommes sur Instagram, Église évangélique Elim, et nous sommes sur TikTok. Comme avait annoncé ma consoeur de tous les temps, Sarah Imba, nous passons maintenant les fanions de l'autre côté, le côté de les publics. Les publics ici, nous avons en tout cas, c'est une salade des intellectuels. Ils vont poser des questions. Et vous aussi sur nos réseaux sociaux, nous vous demandons de poser vos questions. Peut-être à l'émission, nous allons, à la prochaine émission, nous allons vous revenir avec certaines questions parce que nous courons aussi derrière les temps, vous savez. Hein, on ne peut pas faire 2 heures, 3 heures. Nous courons derrière les temps. Si vous avez des questions, vous commentez juste sur YouTube. Nous allons vous revenir au prochain numéro. Voilà. Les dames d'abord, je vois la sœur Laëlle que je tiens d'abord à remercier parce que vous n'êtes pas comme Sarah, mais vous êtes aussi notre partenaire de tous les temps. Vous nous accompagnez en tout cas dans nos émissions des Guest depuis qu'on a commencé. En tout cas, l'équipe des Guest, nous tenons à vous dire merci. Je vois les frères Enoch et tout le monde ici. Je vois le frère Ben aussi aujourd'hui avec son costume des pros, des procureurs. Vous nous accompagnez toujours partant de cette émission des Guest. À vous la parole, sœur Laëlle. C'est toujours un plaisir pour nous de faire partie de ce plateau. Merci beaucoup. Ma question, j'en ai 2. Merci beaucoup pour vos exposés, vos différents exposés. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que les régimes matrimoniaux entrent en conflit avec les testaments? Quand un des conjoints, par exemple, meurt et qu'il écrit un testament, est-ce que les régimes matrimoniaux vont s'appliquer sur ces testaments, oui ou non, dans la séparation des biens? Et deuxièmement, j'ai entendu parler, quand vous étiez en train de définir les régimes matrimoniaux, vous étiez en train de dire que ce sont des lois qui réglementent la gestion des biens pendant le mariage. Parce que nous, généralement, lorsqu'on entend parler des régimes matrimoniaux, pour nous, c'est lorsque l'un des conjoints meurt ou soit lorsqu'il y a divorce, lorsqu'il y a séparation. Maintenant, comment expliquez-vous la gestion de biens par les régimes matrimoniaux pendant le mariage? C'est ça mes 2 questions. Et puis, une question bonus. Lorsque un couple se marie, a choisi un régime matrimonial et se rend compte qu'il a commis une erreur, est-ce qu'on peut changer? Et quelle est la procédure si, oui, on peut changer le régime matrimonial? Ce sont là mes questions. Il y a 3 questions pour nos 3 professionnels, je pense. Vous peut d'abord continuer avec des questions et puis vous allez répondre après. D'accord, il note d'abord. Nous avons les frères Mardoché. Vous avez une question? Oui, absolument. J'ai une question.
Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier tous les juristes ainsi que notre avocat qui est juste là. En tout cas, on peut sentir qu'il y a de la matière et ça, c'est très intéressant. Alors, ma question va se baser plus sur la définition voilà, du régime matrimonial parce que c'est de là que j'ai tiré un tout petit peu mon inspiration et j'aimerais avoir un peu plus d'éclaircissement là-dessus parce que dans la définition, vous aviez dit ici que c'est au fait un ensemble des règles qui ont été régies pour déterminer voilà, les responsabilités de chaque partie, si on peut le dire dans ce sens, en vue de vouloir protéger les biens. Parce que, à vous entendre ici, on a l'impression comme si ces régimes ne sont là que pour protéger, donc pour une certaine protection des patrimoines. Donc, alors moi, ma question va aller sur base des règles, parce que quand on parle des règles, c'est l'ensemble des points, l'ensemble des principes pour pouvoir déterminer les responsabilités de chaque partie. Un peu comme dans le commerce international, quand on détermine les responsabilités de chaque partie, dans la logistique, je m'y connais un peu. Donc il y a le destinateur, il y a l'entreprise de transit, ainsi que l'expéditeur. Donc c'est-à-dire chaque partie a une responsabilité bien précise qui doit émettre lorsque vous allez choisir cette règle-là. Alors ma question est de savoir, je suis un couple, disons, j'aspire au mariage et je me marie, avec une règle, par exemple, je vais prendre communauté des biens, okay, mais ça peut aller dans tous les autres sens. Quelle est en fait la responsabilité de chaque partie dans le choix d'une des règles? Donc, c'est-à-dire, lorsque je choisis communauté des biens, c'est quoi la responsabilité de l'homme? Parce que les parties, c'est l'homme et la femme. Et c'est quoi la responsabilité de la femme? Et ça va dans le même sens dans toutes les règles. Merci beaucoup. Merci pour la parole accordée. De prime abord, je voudrais d'abord saluer la pertinence avec laquelle nos intervenants ont eu à parler. J'en suis tellement impressionné et j'ai appris beaucoup de choses. Et de ce qu'ils ont eu à dire, ressort quelques questions pour lesquelles je voudrais avoir certains éclaircissements. Exact. En cela, ma première question est celle de savoir, avec l'amélioration qu'a amené la loi de 2016 portant modification du Code de la famille, l'épouse peut-elle gérer d'une manière unilatérale, mener d'une manière unilatérale la gestion et même l'administration du ménage? Si oui, dans quel cas? Et pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner une base légale sur laquelle nous pouvons nous baser pour mieux comprendre votre hypothèse? Si je comprends bien, vous voulez savoir si l'épouse peut gérer unilatéralement les patrimoines. Oui. Ok, d'accord. Et la deuxième question, quel régime matrimonial peut-il être appliqué dans le cas où les époux, dans le cas où coutumièrement les époux se sont mariés? Parce que même le Code de la famille reconnaît comme le véritable mariage celui qui s'est déroulé au niveau de la famille. Maintenant, ces derniers ne sont pas arrivés juste devant l'état civil pour pouvoir déclarer leur mariage. S'il arrive que l'un des époux meurt, et quelle est la protection légale que les législateurs accordent à l'époux du découillus? Si je peux d'abord me limiter là. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes entré. Oui, oui. Que les législateurs accordent à l'un des époux restants. Oui, au conjoint survivant. Au conjoint survivant, pardon. Merci beaucoup. On peut d'abord répondre à ces questions Okay. avant que nous puissions continuer. Nous commençons avec la première question du testament. Est-ce que le testament s'oppose au régime matrimonial? Je donne un petit exemple. J'ai une maison.
je suis mariée à quelqu'un qui a on a acheté une maison, on est marié en communauté des biens par exemple. Nous avons une maison et c'est mon mari qui a dépensé tout cet argent pour acheter la maison. Il a acheté cette maison, mais nous sommes mariés en communauté des biens pendant le mariage. Le monsieur décède, mais dans le testament, il laisse que non, la maison là, c'est la maison. Je laisse ça à ma mère. Pendant que on est mariés en communauté des biens. Est-ce que le testament va s'opposer au régime matrimonial? C'est la question. Je veux répondre un tout petit peu, mais peut-être laisser les autres répondre à la question parce que je ne peux pas aussi dire des bêtises. Hein. Oui, parce que vous devez savoir une chose. La question du testament et des régimes, c'est deux questions complètement différentes. Okay. Ouais, un peu. C'est des questions complètement différentes. Le régime, c'est par rapport à la gestion des biens. Vous voyez, des biens qui vous sont soit votre patrimoine, donc des biens qui vous sont soit propres, vous voyez un peu, et des biens qui appartiennent au ménage, à la gestion et à leur destination au moment de la dissolution du ménage. Vous voyez un peu. Je donne un exemple. Séparation des biens. Vous avez vos propres biens au moment de la séparation, du divorce. Chacun se sépare avec leurs propres biens, les biens qui leur appartiennent. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, lorsqu'il y a dissolution par la mort, parce que généralement, c'est là où il y a beaucoup plus d'encre. Dissolution par la mort. Séparation du régime, le régime de séparation des biens. Cela veut dire quoi? L'un des conjoints qui est mort a sa masse successorale, qui est le 100%. Vos biens à vous ne sont pas calculés dans la masse successorale. Vous voyez un peu. C'est le bien de celui qui est décédé qui sera l'objet de la liquidation. Parce que vous êtes mariés en séparation des biens. Vous voyez là, la mathématique intervient. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je donne un exemple. Maître Andy a épousé ma collègue, Madame Laetitia. Ils sont mariés sous séparation. Sous la séparation, Maître Andy avait 100 000 $ en compte, dans son compte en banque et Madame Laetitia avait 50 000. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas d'espèce? Madame Laetitia va rester avec ses 50 000 parce que c'est à elle pas sont mariés sous le régime de la séparation. Les biens lui concernent, les biens lui appartiennent. Ça n'entrera pas dans la masse successorale. Excusez-moi. Ce sont les biens du Maître Andy qui seront l'objet de liquidation et du calcul. Vous voyez? Et maintenant, si lui décide par exemple que dans ma masse successorale, 50 000 revient à mon épouse, c'est un testament. Automatiquement, les 50 000 reviendront à elle. Là, le régime n'entre pas en contradiction avec le testament. Parce que c'est les biens qui est... Le régime est là pour donner les règles par rapport à la destination de chaque bien, mais le testament est là pour voir à qui appartiendra le bien lorsqu'il y a dissolution ou séparation. Vous voyez un peu. Maintenant, communauté des biens, comme votre exemple ici, et pendant la communauté, on se rend compte que vous avez acheté une grande maison, votre époux a acheté une grande maison avec l'argent qui servait au ménage et tout ça, il a acheté une grande maison, et décide de donner cet argent à votre mère. La loi vous donne, vous voyez, c'est ça même, ce qui fait en sorte que le régime n'entre pas en contradiction avec le testament. La loi vous donne la pleine capacité d'attaquer ce testament. Vous avez le droit d'attaquer le testament et après avoir attaqué ce testament, vous pouvez dire que non, on était mariés sous le régime de la communauté des biens. Mais je remarque qu'il a donné ce bien qui est même pas, ça peut être même le 3/4 de la masse successorale et il l'a donné à sa mère. Donc ça veut dire que la masse successorale ne respecte pas les règles du régime. Imaginez-vous qu'il donne ça à sa mère. Vous, les héritiers du découillus, vous allez hériter quoi? Vous voyez? Vous pouvez voir le juge et le juge va ordonner à ce que le bien soit remis dans la masse. Et dès que le bien est remis dans la masse, on va maintenant calculer par rapport à la masse successorale. Donc c'est ça. J'espère que j'ai bien répondu. Si les collègues peuvent ajouter. Moi, je vais ajouter en disant ceci. Par rapport à la question de la sœur Laëlle, moi, je dirais ceci. Tout part du choix du régime matrimonial d'abord. Voilà pourquoi il est important de bien réfléchir pour choisir le régime matrimonial. Parce que ce régime va vous accompagner tout au long de votre mariage, durant toute votre vie. On ne lègue que ce qui nous appartient. Moi, je ne peux pas léguer un bien qui ne m'appartient pas au départ.
Je prends l'exemple d'un couple qui a opté pour le régime de la séparation des biens. C'est-à-dire, au départ, messieurs et madame, chacun des époux garde les biens qu'il a acquis avant le mariage et ils garderont même les biens qu'ils acquériront pendant le mariage. Si je sens peut-être la mort venir, je ne peux pas faire le testament en léguant par exemple le bien de mon époux. Là, c'est pratiquement impossible. Voilà pourquoi j'ai dit tout part du choix des régimes matrimoniaux. Si vous avez par exemple opté pour le régime de la communauté universelle de biens, c'est-à-dire vous mettez tout ensemble, vous allez tout gérer ensemble. Il est possible que lors du testament, que je puisse léguer un bien qui au départ ne m'appartenait pas, mais à cause du régime que l'on a choisi, que je le lègue à ma mère. Il est possible de voir, par exemple, de voir ces biens partir chez les beaux-parents. Il est possible. Mais toutefois, on peut aussi s'opposer, comme l'a dit le collègue, on peut aussi s'opposer ou s'attaquer au régime matrimonial. Oui, au testament. Oui, par rapport à la question, est-il possible de changer le régime matrimonial? Oui, il est possible de changer le régime matrimonial. C'est d'ailleurs prévu par la loi. Si vous lisez l'article 494 du Code de la famille, la loi donne la possibilité aux époux, une fois seulement, durant leur mariage, de changer le régime matrimonial. Je voudrais revenir un peu sur ce qu'elle a dit. Vous voyez, elle a été très pertinente sur le fait qu'il faudrait bien voir le régime. C'est très important. Mais ce que j'apprécie avec notre législateur est que dans chaque règle, ils ont toujours une voie de sortie. Vous voyez, dans l'article 774, il est dit ceci, que tout testament peut être révoqué. Tout testament peut être révoqué. Même s'il a été authentifié, il peut être révoqué. Dès le moment où vous, en tant qu'héritier, vous vous rendez compte que ces testaments ne cadrent pas avec la logique des choses, vous pouvez voir le juge pour que le juge puisse révoquer ce testament. Et ça vous permettra, lorsqu'il est révoqué, de repartir de zéro et de refaire le calcul de la masse successorale. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter par rapport à ce que dispose la loi. Et comme elle a dit aussi, le régime n'est changé qu'une seule fois. La loi ne nous permet de changer le régime qu'une seule fois. Donc, dès que vous le changez, vous devez savoir que c'est fini et vous devez continuer comme ça jusqu'à ce qu'il y ait dissolution. Donc, voilà. Maître Andy. Oui, merci beaucoup. Alors, je dis merci aux deux pros parce qu'ils ont vraiment éclairci sur la question du conflit entre les régimes et les testaments. Peut-être ajouter quelque chose sur le changement du régime matrimonial. Comme ils ont dit, effectivement, nous pouvons changer conformément à l'article 494, moyennant trois conditions. D'abord, il faudrait que la demande soit une demande conjointe. Une demande conjointe entre les deux conjoints. Bon. Vous allez permettre la tautologie. Et deuxièmement, je vais lire la loi. Voilà. Nous sommes à l'article 594. Ici, on lit le code de la famille comme une Bible. Hein? Nous allons ouvrir nos livres. Oui, la loi dit ceci. À la demande des époux et une fois durant le mariage, le régime matrimonial peut être modifié. Déjà, nous comprenons que la première condition, c'est que la demande doit être une demande conjointe entre les deux époux. Les demandeurs doivent prouver que la modification est exigée par l'intérêt du ménage. C'est la deuxième condition. Ou par une modification importante intervenue dans la situation des époux ou de l'un d'entre eux. C'est le tribunal de paix qui est compétent pour connaître... Chez nous. Tout à fait. Donc voilà un peu. Par rapport aux autres questions. Oui, si on peut évoluer déjà la question du frère Mardoché. Oui, je voudrais répondre à la question du frère Mardoché. Le mariage crée le ménage. C'est le frère Biliv, hein? Le mariage crée les ménages. La responsabilité unilatérale. C'est ça, non? La responsabilité unilatérale. Oui. Le mariage crée le ménage. Et quand il crée le ménage, ça c'est dans l'article
442 du Code de la famille, le mariage crée des ménages. Cela veut dire quoi? Que, premièrement, le terme ménage désigne les époux, leurs enfants, non mariés, à charge, ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d'une obligation alimentaire. Vous voyez? À condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale, soient inscrits au livret du ménage. Donc, tous ceux qui sont dans la maison, non mariés, pris en charge par les parents, toutes les dépenses financières, tout ce qui concerne le ménage, c'est ce que crée le mariage. Il crée le ménage. Maintenant, qu'est-ce que la loi dit par rapport à la responsabilité de chacun des époux? La loi dit ceci, j'allais dire la Bible dit ceci. La loi dispose ceci, que les époux concourent dans l'intérêt du ménage à assurer la direction morale, la gestion financière et matérielle de celle-ci. Ce n'est pas seulement la charge d'une seule personne. Comme on nous l'a appris que le papa sort, il va chercher l'argent, la maman reste. Non, ça dépend des époux. L'intérêt supérieur ici, c'est le ménage. Maintenant, pour que le ménage soit en bon état, qu'est-ce qu'il faudrait faire? S'il faut que les papas sortent pour aller chercher l'argent, les papas ira sortir pour aller chercher l'argent. S'il faut que la maman reste pour garder les enfants, s'occuper des enfants, leur éducation, elle fera. Et vice-versa. S'il faut que ce soit la maman qui sorte pour aller chercher l'argent, la maman fera ce travail-là, les papas vont rester pour s'occuper des enfants. Il y a un ministre sénégalais, je suivais son interview récemment ici, il a dit que lui venait d'avoir son PhD, son doctorat, et sa femme aussi, qui était en train de le suivre, était aussi en train d'avoir son doctorat. Alors sa femme suivait le doctorat en Europe, et il avait permis à sa femme et à ses enfants de quitter le pays, d'aller en Europe. Donc les enfants et la femme vivaient tous en Europe. À un moment, il s'est rendu compte que, et lui, il occupait le poste de professeur ici, je pense, et de ministre, si je ne m'abuse. Mais il s'est rendu compte que son ménage était en danger. Parce que la femme débordée n'arrivait plus à gérer et les enfants et ses études. Il a dit, je suis rentré en Europe m'occuper, devenir homme de ménage. Donc c'est moi j'étais homme au foyer. C'est moi qui m'occupais de mes enfants et de ce qui concernait la maison, permettre à ma femme de continuer et de poursuivre ses études. Vous voyez. J'ai vu toutes les femmes dans ce poste-là commenter un homme en or, un homme en or. Ouais. Cet homme a vu que l'intérêt du ménage était menacé. Il est rentré pour faire ce travail-là, parce que ça concerne les deux. Et la loi maintenant donne la possibilité à l'un des époux de s'occuper unilatéralement. Quand on dit unilatéralement du ménage, ça veut dire quoi? Donc lui-même s'occuper du ménage seulement si l'un des époux est frappé par l'incapacité. Donc il est incapable, il est prodigue, et dans la liste des incapables, on ne cite plus la femme, parce qu'avec la nouvelle loi, on ne parle plus de la femme comme étant une incapable. La femme avant était considérée comme parmi les incapables. La femme avant de pouvoir faire des affaires, devait avoir l'autorisation, même de travailler, avoir l'autorisation de son mari. Mais depuis notre adhésion à l'OADA en 2015, et avec la nouvelle loi, le nouveau code de la famille révisé en 2016, a permis à la femme de pouvoir maintenant entreprendre et travailler sans pour autant avoir l'autorisation du mari et être considérée aujourd'hui comme parmi les capables. Et la femme aujourd'hui peut s'occuper du ménage unilatéralement. Si l'un des époux est incapable, il est prodigue ou soit il est... Bon, on ne permet pas au marié d'être mineur. Mais s'il est prodigue, oui, la femme peut s'occuper du ménage unilatéralement. Donc, c'est ça. La question qui sur le régime matrimonial, est-ce que ça intervient pendant le mariage ou juste à la dissolution? La question sur les régimes matrimoniaux interviennent avant, pendant et après le mariage. Mais comment, je peux même poser à Madame Laetitia, comment le régime matrimonial peut intervenir pendant le mariage? C'est la question même que la sœur elle avait posée. Déjà, partant de la définition du régime matrimonial, nous avons dit que le régime matrimonial est l'ensemble de ces règles qui déterminent la gestion des biens d'un couple pendant le mariage et même après la dissolution du mariage. Le régime matrimonial vous permet de voir comment gérer les biens. Le régime matrimonial vous permet de se poser des questions, par exemple, après notre mariage, mon salaire sera-t-il à moi seul? Voilà pourquoi moi j'ai dit au départ, tout part du choix du régime matrimonial. Moi j'insiste sur ce sujet.
tout part du choix du régime matrimonial. Parce qu'il faut se poser des questions. Je prends l'exemple, par exemple, d'une femme qui est obligée d'arrêter de travailler pendant 5 ans pour s'occuper des enfants. Si au départ, ils avaient choisi le régime de la séparation des biens, cette femme-là sera perdante. Elle sera perdante. Parce qu'elle ne va pas produire et les biens de son mari ne vont pas lui profiter. Elle sera perdante. Vous voyez? Donc la question du régime matrimonial nous accompagne pendant le mariage. Dans la gestion des biens, dans la gestion de la vie courante, le régime matrimonial vous accompagne. Dans la gestion de tous vos avoirs. C'est bon? Alors, Merci beaucoup. La question du frère Mardoché, on n'a pas répondu. C'était de poursuivre avant, pendant, c'était pas ça? À déterminer les responsabilités de chaque partie. J'avais noté ça de chaque régime, c'est ça, non? Chaque couple dans le régime. Vous devez savoir que les régimes, comment je peux dire? Voilà, le mariage nous rend responsables. Vous voyez un peu, peu importe les régimes. Et la loi a émis la responsabilité de chaque époux ou de chacun des époux en dehors des régimes. Je vous donne l'exemple. L'article 444 du Code de la famille dispose que le mari est le chef du ménage, mais il ajoute une chose. Au deuxième alinéa, les époux se doivent protection mutuelle. Vous voyez un peu. Peu importe les régimes, les époux se doivent protection mutuelle. Deuxièmement, les époux concourent à l'intérêt du ménage, à assurer la direction morale et la gestion financière et matérielle de celle-ci. Peu importe les régimes. Ouais. Peu importe que vous soyez marié sur les régimes de séparation, de communauté ou encore de communauté réduite aux acquis. Cette responsabilité concerne le couple. Ouais. Pendant le ménage. Comme je l'avais dit, le mariage crée le ménage et il rend responsable les époux. Donc c'est en fait ça. Il n'y a pas... La responsabilité de chaque époux intervient en dehors du régime. Le régime est là juste pour appliquer par rapport au bien. Ouais. J'ai mon bien, je sais que je dois gérer mon bien de telle autre façon, mais pour le bien de mon ménage, il y a une responsabilité qui m'incombe et qui incombe à tout le monde, à ceux avec qui je partage le ménage. Donc c'est ça. Merci beaucoup. On va finir avec nos deux frères Enoch et la sœur. Nous allons finir avec vos questions et puis nous sommes déjà en train de chuter. Question. La question est celle-ci. En tant que magistrat, parce que c'est vrai, vous nous avez parlé de tout ce que la loi dit, mais au-delà de la loi, il y avait une loi qui est la Bible, en d'autres termes, la parole de Dieu. Où est-ce que vous placez la volonté de Dieu dans le choix du patrimoine? Où est-ce que vous placez la volonté de Dieu dans le choix du patrimoine, spécialement pour les enfants de Dieu? Moi, je connais des couples qui ont opté pour la communauté de biens, mais dans le mariage, lorsque la femme achète le sucre de 500, elle dit à son mari, Nasomi Sukali, c'est la communauté de biens. Pourquoi lorsque tu utilises ton argent, on doit te rembourser ça? Alors, pour chuter, je pense que le choix du patrimoine n'est pas toujours respecté dans le mariage, même dans des petits détails. Dans ce genre de cas, qu'est-ce que vous nous dites? Et comment est-ce que vous pouvez orienter des enfants de Dieu, sachant que vous-même, vous êtes enfants de Dieu, lors du choix de leur patrimoine? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je vais vraiment faire un effort d'être très bref. J'ai 3 petites questions à poser. Je tiens à préciser que je me fais ignorant. Je ne suis pas juriste. J'aimerais... Une précision détail. Voilà. J'aimerais préciser une chose partant de la nullité du mariage. Je donne un exemple. Un couple qui se marie, mais dans l'un est juriste, mais l'autre ne l'est pas. Mais il s'est fait que la femme peut-être suit une émission où elle se rend compte que déjà dans le mariage, elle a été forcée. C'est-à-dire que le consentement a été obtenu par violence ou par la force. Elle se rend compte qu'il y a possibilité que le mariage soit frappé de nullité. Alors,
Mais il se pose un problème. C'est que dans ces mariages-là, ils ont déjà eu à avoir des enfants. Alors la question que je pose, quelle sera l'application? Parce que je pense que les professionnels qui sont en face de nous nous ont parlé de la succession. Alors, comment est-ce qu'on va procéder par rapport à la succession? Parce que déjà, le mariage sera frappé d'une nullité. Comment est-ce qu'on va procéder par rapport à la succession? Mais aussi partant de la séparation de biens. Comment est-ce qu'on va procéder par rapport à ça? La deuxième question, quelle est la place du contrat dans le mariage? Dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, pour des personnes qui ont beaucoup d'argent, des millionnaires, des milliardaires, parfois, ils optent pour un mariage sous forme de contrat. Alors que le mariage en soi déjà, c'est un contrat. Dans la définition, on nous dit que c'est un contrat solennel, public et tout ça. Maintenant, j'aimerais essayer de savoir quelle est la place du contrat dans le mariage. Dans les cas où les deux personnes se sont entendues sur base d'un contrat, que non, voilà comment est-ce que nous, on va procéder. Alors, quelle sera la place de ce contrat-là? Parce que déjà, même lorsqu'on essaye de voir le code de la famille, je tiens à poser quelque chose que je me fais ignorant, on tient à voir le code de la famille, on se rend compte qu'il y a une définition ou encore l'objectif défini dans le code de la famille par rapport à ce que nous devons savoir sur le but ou encore l'objectif poursuivi dans le mariage. Et on nous précise ici que c'est aussi pour perpétuer l'espèce. Alors, dans les cas où les deux personnes se sont unies dans le mariage, mais ils se sont entendus de ne pas avoir des enfants. Ils se sont entendus, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils se sont entendus de ne pas avoir des enfants. Alors, quelle sera la place de ces contrats-là? Parce qu'il s'est présent dans le contrat, dans le mariage. La troisième et la dernière question que j'aimerais également essayer de savoir, là je vais rebondir sur la question qu'avait posée la sœur Laëlle, partant du testament. Alors, je donne un exemple typique pour un parent qui a beaucoup d'argent et qui a eu un enfant. Et l'enfant, il s'est fait que l'enfant est devenu, comme on dit, Mwanakomi Kuluna. Mwanakomi Kuluna, et l'enfant commence à faire beaucoup de choses et tout ça. Alors, le père, qu'est-ce qu'il fait? Non, tu n'es plus mon enfant. Parce que parfois, il y a des parents africains qui disent ça. Tu considères que pour moi, tu n'existes pas, tu ne suis pas ton père. Alors, il s'est fait que l'enfant a quitté et après un temps, les papas font encore d'autres enfants. Et il s'est fait qu'un jour, l'enfant apprend, après des années, que papa n'a pas fille. Alors, les parents, lui, il précise dans les testaments que l'enfant ici, n'a droit à aucune chose m'appartenant. Alors, en tant que professionnel, quel est le conseil que vous pouvez dire? Parce que l'enfant vient, il se dit, même si ce qui s'est passé entre nous, mais moi, je suis aussi son enfant et j'ai le droit, en tant qu'héritier, j'ai le droit d'avoir aussi quelque chose. Alors que les parents ont précisé dans les testaments qu'il n'a droit à aucune chose. Pourquoi? Parce que je l'ai déclaré comme n'étant pas mon enfant sur base de tout ce qui s'est passé entre nous. Voilà un peu. Merci. Soyez bref. Mais merci. Je vais répondre en ce qui concerne le vice du consentement et peut-être donner un œil de magistrat par rapport au dernier casus, pour laisser quand même les autres répondre. Le vice du consentement, comme vous avez dit, engage la nullité. Nous tous, nous sommes sans ignorer ce que ça veut dire la nullité. Ouais. La nullité est différente de la dissolution. Ouais. Et la nullité ici ne s'applique que 6 mois, dans un délai de 6 mois, au moment où le mariage est contracté. C'est là où la loi est dure, mais c'est la loi. Vous voyez un peu. Dans un délai de 6 mois, quand le mariage il est contracté. Dès le moment où la personne qui s'est mariée estime qu'il y a vice de consentement, ou soit même une personne à l'extérieur du mariage constate, je m'appuie sur les articles 402 et 403 de la loi portant code de la famille, vous allez vous rendre compte que les époux, même eux-mêmes, ou par toute personne qui a intérêt par le ministère public du vivant des époux, lorsque le mariage a été contracté sans le consentement de l'un des époux, pour quelque cause que ce soit, la nullité du mariage doit être prononcée. Elle est prononcée par les juges et là, la nullité éteint tout. Le régime matrimonial, tout. Elle éteint tout. La nullité, comme je le dis, est différente de la dissolution. Dans la dissolution, il y a des matières qui sont encore vivantes, telles que la liquidation des régimes matrimoniaux, la garde des enfants, vous voyez un peu. Mais la nullité éteint tout.
d'un coup. C'est pourquoi la loi s'est limitée là. Parce qu'il sait que quand on parle de nullité du contrat, on dit tout revient à nouveau. Ouais, à nouveau. Chacun perd ses droits et ses obligations. Le mariage est éteint. Et maintenant, pour ne pas qu'au moment où le mariage a été contracté, ouais, laisser le temps aux époux de pouvoir contracter beaucoup plus de biens, d'avantages et tout ça, et qu'au moment de la nullité, que ça porte préjudice, la loi donne un délai de 6 mois. Parce que la loi estime que pendant ces 6 mois-là, c'est pendant la période où les couples essaient quand même un peu de se stabiliser, on peut éteindre et ça n'aura pas vraiment d'effet juridique sur les patrimoines de chacun des époux. Donc c'est un peu ça. Et pour le deuxième cas, le cas d'espèce, où l'enfant a été déshérité jusqu'au niveau du testament. Je l'ai dit, je vous donne un œil de magistrat. L'œil va s'appliquer sous 2 angles. Le premier angle, c'est la procédure que doit entamer le père avant de pouvoir passer au testament. J'ai déjà eu face à ce cas-là, où un père est venu déshériter son fils devant le juge. Il y a des procédures comme ça. Donc le père se rend compte que son fils ne répond pas à l'éducation ou à certains principes et valeurs qu'il est en train de prôner, va voir le juge. Il dit au juge, j'aimerais déshériter ce monsieur parce que voilà pour telle raison. On va assigner le fils en procédure de déshéritage. J'ai oublié le terme, mais c'est dans cette procédure-là. Vous voyez un peu. Et quand on te déshérite, c'est fini. Vous n'allez plus faire partir de la masse successorale. Vous voyez un peu. Ça, c'est la procédure que l'on donne. La deuxième des choses, c'est quoi? Comme je l'ai dit, il est libre en tant que père de pouvoir déshériter au moment du testament. Il est libre. Mais la loi aussi a ouvert une porte à ce fils qui se sent désavantagé par la masse successorale de son père. Et surtout si il n'y a jamais eu cette procédure auparavant qui avait été enclenchée par le père devant le juge. Donc automatiquement, le fils a le droit de voir le juge pour dire que non, je révoque ce testament parce que je suis son fils. Je suis son fils, j'ai été reconnu par lui. Il m'a chassé, il ne m'a pas régné juridiquement, il ne m'a pas. Donc ça me permet encore, j'ai encore tous mes droits. Même si je ne vis plus, j'ai encore tous mes droits. Donc je peux revenir attaquer ce jugement et attaquer cette décision et jouir des biens. J'espère que je n'ai pas dit des sottises. Donc c'est un peu ça. Ok, c'est bon. Je vais répondre par rapport à la première question sur la nullité du mariage. La nullité du mariage. Et à la fin, avant de chuter, vous avez posé la question de savoir quel sera le sort des enfants après la nullité du mariage. J'aimerais juste épingler une chose. La succession dépend de la filiation. La filiation. À partir du moment où les enfants sont reconnus par le monsieur, bien qu'il y a nullité du mariage, les enfants vont hériter. Puisque, en tout cas, selon mon entendement, les enfants ont droit à l'héritage à partir du moment où la filiation a été établie. Donc, raison pour laquelle même les enfants nés hors mariage sont reconnus comme des héritiers de la première catégorie. Donc, même en cas de nullité, et à partir du moment où le père reconnaît ses enfants, les enfants auront droit à l'héritage. Je pense que la nullité n'aura des conséquences qu'à l'égard du conjoint, de l'autre conjoint, sur la question du régime matrimonial qui va tomber et tout. Mais pour les enfants auront droit à partir du moment où le père reconnaît la paternité. Par rapport à la question liée à la procédure de déshéritage, c'est ça. À partir du moment où la loi reconnaît cette procédure, la loi reconnaît à un père cette possibilité-là de déshériter son enfant. À partir du moment où il respecte la procédure, je ne vois pas pourquoi l'enfant va revenir encore pour solliciter l'héritage. Donc, c'est un peu ça. Et pour revenir à une question qui a été posée ici, je ne sais pas par qui, par rapport à la gestion dans le régime, la gestion des biens dans le régime, il y a une présomption légale. La loi présume que la gestion de biens pendant le mariage est attribuée à l'homme, moyennant concertation avec son épouse. Il y a donc un régime de concertation. On présume que
dans un foyer, dans un couple, la gestion de biens est assurée par l'homme. Là, je suis à l'article 490. Et lorsque nous revenons à l'article 448, la loi dit que les époux doivent s'accorder pour tous les actes juridiques. Donc, par là, nous comprenons que la femme peut gérer, comme l'homme peut également gérer, mais moyennant concertation. Bien qu'il y ait une présomption légale, mais la femme peut gérer en cas de concertation avec son homme. Mais lorsque un tiers ne connaît pas qui gère, en tout cas, il y a une présomption légale qui dit que la gestion dans un couple est assurée par l'homme. Là, c'est conformément à l'article 490. Mais pour revenir à la question de la sœur Gloria, elle demande que, selon la parole de Dieu, les deux font une seule chair. Donc, ça veut dire que même dans ce qui concerne les biens, nous devons mettre nos biens ensemble. Vous voyez? Maintenant, ils veulent savoir, elle veut savoir, est-ce qu'il y a-t-il un lien entre nous en tant que chrétiens? Est-ce qu'on peut faire ce lien-là entre le régime matrimonial et la parole de Dieu en se disant qu'on ne peut pas faire séparation, on ne peut pas faire communauté réduite aux acquis. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut faire que communauté universelle des biens. Parce que tout ce qui est à l'autre nous revient. Qu'en dites-vous? J'avais donné un exemple. J'avais donné un exemple ici pour démontrer qu'un régime de séparation de biens peut aussi protéger les biens d'un conjoint. Ce n'est pas forcément quand les conjoints choisissent un régime de séparation, il ne faut pas seulement voir qu'ils cachent des choses. Non. Je vais donner un exemple. Il faut savoir que dans la gestion de biens, dans le choix du régime matrimonial, il y a l'actif, il y a aussi les passifs. Vous voyez? À partir du moment où, comme je l'avais dit, moi je suis quelqu'un qui contracte de dettes par-ci par-là. Et je sais que je suis un entrepreneur, je suis appelé à contracter de dettes. Mais je sais aussi que si nous choisissons le régime de la communauté universelle de biens et que je suis en difficulté de payer, les créanciers auront le droit de venir aussi saisir les biens de ma femme. Vous voyez, donc il y a une sorte de solidarité même dans les dettes. Il ne faut pas seulement voir le côté actif, il y a aussi les dettes. Et pour protéger ma femme, je peux opter pour le régime de séparation des biens. Je dis, voilà, moi je suis quelqu'un, en tout cas mes deals à moi sont des deals un peu risquants. Alors pour te protéger, pour protéger tes biens, je préfère qu'on choisisse un régime de séparation des biens. Vous voyez, parce que là, il se peut que l'homme tombe en faillite et la femme peut quand même secourir à ce moment-là. Mais si vous aviez choisi un régime de communauté, les foyers tombent. Ouais. Donc c'est un peu ça. Et dans le cas où aucun conjoint ne contracte des dettes par-ci par-là, qu'est-ce que vous conseillerez aux futurs mariés? Moi, je vais répondre. Et puis, je vais donner aussi un article. J'ai trouvé qui parle de la désertion, des héritages, pardon. Je vais répondre à ça. Le meilleur régime, c'est le régime pour lequel vous deux vous entendez avant le mariage. Vous voyez, par rapport à votre situation. Vous savez comment vous gérez vos biens. Vous savez comment vous faites les choses. C'est à vous de voir. Et surtout, il faut toujours voir. Il ne faut pas se limiter à la passion ou à l'amour. Oh non, ce n'est pas ce que j'aime, que je vais donner. C'est pas ce que j'aime. Non. Il faut voir l'eau. Vous voyez un peu. Comme je l'ai dit, les régimes sont là pour vous protéger. Protéger vos intérêts. Protéger les intérêts des uns des autres. Tu vois, tu peux dire à ton époux, je protège tes intérêts, on fait une séparation réduite aux acquis. Je protège mes intérêts, on fait une séparation. Ou soit on protège les intérêts des enfants. On peut faire séparation, mais les biens qui sont acquis dans le mariage, on les dirige pour les enfants. On achète une maison, on met au nom de tel. On achète une maison, on met au nom de tel. Comme ça, quand déjà l'un de nous deux part, on sait que dans les biens là, chacun des biens appartient aux enfants et tranquillement, il n'y a pas de souci. Ce qui sera calculé sera les biens propres de chacun. Vous voyez un peu.
Donc, chaque régime a son avantage et chaque régime a son désavantage. Tout dépend de la façon dont vous parlez. Je vais revenir sur la question du président Enoch rapidement. Je vais lire seulement l'article et puis je vais passer. Article 765 du Code de la famille dit « Est indigne de succéder et comme tel exclu de l'héritier légal ou légataire qui a été condamné pour avoir accusé intentionnellement la mort ou voulu intenter à la vie du découillus. 1. 2. Qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage lorsque cette dénonciation calomnieuse ou faux témoignage aurait pu entraîner à rencontre du découillus une condamnation à une peine de 5 ans de servitude pénale au moins. 3. Qui, du vivant du découillus, a volontairement rompu les relations parentales avec ces derniers, cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil des familles entendu. Comme je l'ai dit, une procédure auparavant, et puis c'est par cette procédure qu'on déterminera réellement s'il doit être héritier ou pas. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu. Pro Laetitia. Oui, si je peux répondre à la question posée par ma sœur. Moi, je dirais que les questions liées au choix d'un régime matrimonial, pour moi, c'est une démarche de responsabilité et de sagesse. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit fermer les yeux sur certaines réalités de la vie. Il faut être prévoyant. Ce n'est pas parce que j'achète l'assurance automobile de mon véhicule que je m'attends à un accident. Non. C'est juste que je prévois. Donc, il faut être aussi prévoyant. Chaque couple a ses réalités. Il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas fermer les yeux et dire que non, il faut seulement choisir tel régime parce que vous vous aimez au nom de l'amour, au nom de ceci et de cela. Non, il faut être prévoyant. Vous pouvez vous retrouver devant une situation où, comme l'a dit le frère, l'homme s'est endetté, par exemple, pour vous protéger, pour protéger votre patrimoine et empêcher à ce que le créancier vienne réclamer le crédit auprès de vous. Il vous propose, par exemple, le régime de la séparation de biens. Là, vous n'allez pas refuser. Voilà pourquoi j'ai dit que chaque couple a ses réalités. Donc, avant de choisir un régime matrimonial, il faut tenir compte des motivations de votre couple, de la vision que vous avez sur votre mariage, de tenir compte des réalités financières. Il faut, même en tant qu'enfant de Dieu, il faut tenir compte des réalités de la vie. Même en tant qu'enfant de Dieu, il faut tenir compte des réalités de la vie. En tout cas, cette question, ça vaut son pesant d'or. Si on veut décortiquer cette question, vraiment, on peut même en faire toute une convention, une croisade pour cette question des régimes matrimoniaux. Nous savons, et en tout cas, qu'on ne se voile pas la figure, le corps du Christ a été secoué partant même de cette question des régimes matrimoniaux, succession et libéralité. Nous avons vu sur nos réseaux sociaux comment est-ce que le corps du Christ a été secoué partant de la question, jusqu'à ce qu'il y ait eu un journaliste de la République qui a en tout cas levé des équivoques partant de ce qui est arrivé à un membre du corps du Christ. Cela veut dire que cette question est tellement pertinente et nous qui aspirons au mariage ne passons pas notre temps juste à la location de salles de mariage, au voile. Passons aussi plus de temps à consulter les juristes partant de la question des régimes matrimoniaux et succession et libéralité, parce que cette question, comme a dit les professionnels, ça nous suit partout. Il y a même d'autres, cette question leur suit la mort du conjoint et d'autres même leur suivent jusqu'à présent. Ils ont déjà divorcé, mais cette question des régimes matrimoniaux, tout ce qui va avec, ça leur poursuit. Avant de donner la parole aux professionnels pour des petits conseils pratiques, avant de clôturer, moi, j'avais juste des petites questions, si vous me permettez. Ça ne sera pas en tout cas très longue. La première est de savoir, la première question consiste de savoir, nous les chrétiens, lorsqu'on choisit les régimes de séparation des biens, on se dit qu'on n'a pas confiance à l'autre. On n'a pas confiance, raison pour laquelle dans le milieu chrétien, comme disait ma sœur, je ne sais pas si on nous impose ou on nous conseille beaucoup plus de choisir le régime de la communauté de biens. Et comme je disais tantôt, le corps de Christ a été secoué. Il y a un pasteur qui, sur des réseaux sociaux, nous avons vu, où il demandait à ses fidèles de choisir les régimes de séparation des biens. En tant que professionnel,
est-ce que les régimes matrimoniaux, on peut nous l'imposer? On peut nous l'imposer, la première question. La seconde est de savoir, la belle famille, partant de mariage, le frère Believe, par exemple, veut épouser la sœur Gloria. La sœur Gloria, sa famille a beaucoup d'argent, elle a son entreprise. Si la belle famille impose à la sœur Gloria les régimes matrimoniaux, vous avez dit réduit aux acquis, quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que la belle famille peut s'ingérer partant du choix des régimes matrimoniaux avant de chuter avec vos conseils pratiques? Juste des petites questions, soyons brefs, et puis nous allons clôturer avec notre mission. Moi, je dirais, on n'impose pas au couple un régime matrimonial. Parce que les gens qui vont se marier, ce sont deux personnes adultes. Les mineurs ne se marient pas. La loi n'autorise pas aux mineurs de contracter le mariage. Donc, personne, on peut peut-être influencer. Une fille peut être influencée par sa famille. Un homme aussi peut être influencé par sa famille, mais imposer, là, c'est impossible. On n'impose pas le régime matrimonial à un couple. Seulement, il peut se faire que lors de la célébration du mariage, si un couple n'a pas opté un choix sur le régime matrimonial, là, l'officier de l'état civil propose le régime de la communauté réduite aux acquis. On appelle ça le régime légal par défaut. C'est juste, mais on ne peut pas imposer à un couple le choix d'un régime matrimonial. On peut peut-être influencer d'une manière ou d'une autre le choix du régime, mais imposer, là, c'est pratiquement impossible. Et la dernière, pourquoi les chrétiens ont peur de choisir les régimes de séparation des biens? Bon, je ne dirais pas tous les chrétiens, parce que moi, je suis chrétien, mais quand viendra le moment de choisir, je serai conséquent. Je serai conséquent. Donc, comme nous l'avons dit ici, en tout cas, il faut être lucide. Il faut être lucide. Il ne faut pas se laisser emporter par l'émotion. Il ne faut pas se laisser emporter par les sentiments. Il faut être lucide. Il faut faire un choix réfléchi. Il faut faire un choix réfléchi. Il faut aborder ce genre de questions avec son futur conjoint. Il ne faut pas considérer la question d'argent comme un tabou. Non, il faut vraiment qu'on se dise des choses. Exactement. Oui, il faut qu'on se dise des choses et qu'on fasse un choix éclairé. Il faut aussi savoir que peu importe le régime que vous pouvez opter, il y a certains biens qui sont propres. Par exemple, certains souvenirs de famille, certaines choses. Là, vous pouvez au moins garder ça pour vous. Mais pour d'autres choses, en tout cas, pour d'autres aspects de la gestion financière, il faut, en tout cas, se concerter et faire un choix éclairé. Et pas se laisser influencer par les émotions. Pour Ben, clôturer avec vous, quel conseil vous pouvez prodiguer à une personne qui veut se lancer, qui veut se marier? Conseil pratique, et puis nous clôturons avec vous. Oui, je pense que ma collègue et le maître l'ont dit. Il faut être conséquent, il faut être lucide. Il ne faut pas se laisser emballer ou être rempli d'émotions, surtout dans les questions qui concernent le mariage. Vous voyez, les contrats du mariage, moi je l'appelle contrat. Le contrat du mariage est un contrat à vie. Et quelque chose qui concerne la vie ne doit pas être pris à la légère. En tout cas, il faudrait prendre le temps, surtout pour nous qui sommes enfants des dieux, il faudrait prendre le temps de prier pour ça. Prier. Premièrement, demander la volonté de Dieu. En deuxième lieu, il faut prendre le temps de parler avec son conjoint, son partenaire. En tout cas, sans tabou. Non, chez nous, nous avons tel bien. Chez nous, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. Moi, j'ai ça, ça, ça. Je suis comme ça, comme ça, comme ça. Alors, vu, comme nous, les magistrats, on dit toujours, vu, par ses motifs. Vous voyez un peu. Moi, je préfère que ce soit la communauté de séparation de biens, la communauté universelle des biens ou la communauté réduite aux acquis. Et puis, il faudrait présenter aussi les avantages de chacun des régimes et même leurs désavantages. En deuxième lieu, consulter les avocats. Exactement. C'est très important. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, c'est une question qui est gérée par les avocats. Vous allez voir les avocats de telle famille
qui contactent les avocats de notre famille, ils vont s'asseoir et discuter. Nos enfants vont se marier sous quel régime? Ils vont se marier sous tel régime parce qu'il y a tel bien, tel bien, tel bien, tel bien, tel bien. Et déjà en amont, dans cette anticipation, ils peuvent même anticiper la destination de chaque bien pour les enfants qu'ils auront. Ouais, il faudrait avoir ce genre d'esprit vous permettra d'avoir la planification familiale, de savoir comment gérer le ménage, et puis en troisième lieu, de connaître la destination et la gestion de chaque bien lorsque vous serez ensemble et mariés. Ça, Dieu n'est pas contre ces choses. C'est le conseil qu'en tant que magistrat, je pourrais nous donner. Merci. Ça, Dieu n'est pas contre ces choses. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Voilà. Comme je disais, nous courons derrière les temps. Et là, je vois déjà, c'est lui qui va filmer l'enlèvement en étant lui-même enlevé. Joski Kalenda en train de me regarder, me dire, on doit finir. En tout cas, parce que prochainement, nous allons aborder avec ma consoeur d'autres thématiques qui sera vraiment bénissant. Et je n'allais pas finir, on n'allait pas plutôt finir, moi et ma consoeur, cette émission sans remercier en tout cas les professionnels, Pro Benimba, Pro Laetitia, Maître Andy, ainsi que nos invités. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci en tout cas pour ces questions pertinentes. Et nous disons un grand merci à notre père, le pasteur Louis Imba, le père, les visionnaires de l'église évangélique Elim. C'est lui qui nous accorde toujours en tout cas le temps avec ses conseils, partant de cette émission des Guests. D'ailleurs, même, il est en train de nous titiller avec Sarah. Vous avez arrêté l'émission, pourquoi? Nous voilà avec cette nouvelle saison des Guests. Et nous disons un très grand merci aux techniciens. Derrière la caméra, je vois Joski Kalenda, je vois Ephraim. Au son, je vois mon frère Stéphane, je vois Fabrice. Merci en tout cas d'être toujours là avec nous. Merci de nous accompagner partant de cette émission des Guests. Et nous n'allons pas finir sans vous dire merci, vous qui nous suivez en tout cas. Vous êtes si nombreux à poser des questions, vous êtes si nombreux à demander, vous êtes si nombreux à critiquer. Nous aimons vos critiques, parce que vos critiques en tout cas, ça fait en sorte que nous puissions aller de gloire en gloire. Ma partenaire de tout temps, si j'ai oublié quelque chose, tu peux en tout cas me rappeler avant de laisser le micro. Et la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est que des Guests a repris. Nous avons repris avec des très belles thématiques. Imaginez-vous qu'on parle des régimes matrimoniaux, mais il y a déjà d'autres thématiques qui sont en train qui ont été suscitées. Peut-être bientôt nous parlerons du divorce dans l'Église. Un autre sujet qui se soulève encore, c'est la succession. Lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt, comment ça va se passer? Donc, beaucoup trop de sujets et nous vous disons que nous sommes de retour. Nous appellerons des professionnels comme on a fait aujourd'hui pour que vous puissiez être toujours édifiés. Que les questions que l'Église n'aborde pas, nous voulons vraiment l'aborder avec vous pour que vous soyez vraiment mis au courant. Sinon, nous vous demandons, la seule chose que nous vous demandons, c'est de partager avec vos amis, ceux qui aspirent au mariage, même ceux qui sont déjà mariés, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, Église évangélique Elim TV, sur Facebook, Instagram, TikTok, Église évangélique Elim. Suivez-nous, partagez, commentez surtout, envoyez même nous vos suggestions par rapport à nos émissions afin que nous puissions nous améliorer. Sinon, que Dieu vous bénisse. Sinon, que Dieu vous bénisse. Nous vous rappelons que pour ce mois d'août 2026, nous avons 3-Day qui aura lieu au terrain, la cour. Nous allons revenir avec beaucoup plus de précisions, avec beaucoup plus de détails. Nous allons demander en tout cas au frère Enoch de clôturer ces moments en remettant en tout cas cette émission entre les mains de Dieu, vous les invités entre les mains de Dieu. Et bon, quand même rendre grâce à Dieu pour cette émission des Guests. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce qui a été ce moment, pour cette émission. Ma prière est levée de mon cœur et que tu continues à inspirer les personnes qui ont pensé à cette émission pour de nouvelles thématiques, pour de choix qui vont porter sur des sujets qui vont vraiment édifier ton peuple, qui vont vraiment apporter des informations à ceux qui manquent d'informations.
et bénis aussi les personnes qui les présentent dans le nom de Jésus, et que prochainement cette émission puisse devenir, pourquoi pas, une référence en termes pas seulement d'information, mais également aussi en termes de conseils qui perdurent dans le temps. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.